Bonsoir et bienvenue dans le kiosque, votre émission culturelle au menu. Ce soir, de belles rencontres. Bernard Delattre, journaliste yvelinois, vient de publier Chen Jivan, entre le Tao et Mao, un récit autour d'une famille pour mieux comprendre un peu l'histoire de la Chine. Barbara Hendricks est venue au Prisme à Elancourt. Nicolas Gervais a rencontré cette grande dame du blues et du jazz. Une interview à retrouver dans le kiosque en toute intimité. Et puis, Gwenaëlle Roussel, auteure, compositrice, lance un projet d'un album 4 titres autour de la femme de Merlin via un financement participatif. Voilà ce que l'on peut retrouver ce soir dans Kiosque. Bernard Delattre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur chez l'Harmattan de Chen Jivan, entre le Tao et Mao, la grande déchirure. Oui, tout Voilà. à fait. C'est un livre qui fait plus de 340 pages et qui est dédié donc à une femme un peu extraordinaire dont vous allez nous parler. Je rappelle que vous êtes journaliste de presse locale sur les Yvelines. Hein. Tout le monde vous connaît. Là, vous évoquez effectivement le témoignage de Chen Jivan. D'abord, comment vous l'avez rencontrée, cette femme? C'est quand j'étais journaliste, donc sur Rambouillet, j'étais journaliste sur 50 ans d'Yvelines et sur Rambouillet. Et sur Rambouillet, donc Chen Jivan s'était présenté plusieurs fois à l'élection présidentielle en France. Alors, elle n'a pas recueilli les 500 signatures Non, sans aller nécessaires. jusque-là. Voilà, elle vous laisse présenter. Mais enfin, l'AFP en avait parlé et tout. Et elle se présentait pour promouvoir les idées confucianistes. Et ça m'avait plu, que j'avais envie d'aller voir. Puis donc, j'avais fait un entretien chez elle. Et j'avais découvert que toute sa famille était dans la presse, quoi. Donc, comme je suis un passionné de presse, son père était un peu le Lazarev chinois. C'est-à-dire, son père et sa mère, de simples étudiants, ils sont arrivés à monter le plus grand quotidien de Pékin, quoi. Alors c'était du temps où la Chine n'était pas encore communiste. Sous Mao. Voilà, c'est ça. Ouais, C'était pas la ouais. Chine. Donc vous l'avez rencontré, vous avez recueilli son témoignage. C'était un travail qui a demandé du temps. C'est ça, oui. Ça a duré un an. J'allais la voir une fois par semaine avec son mari. Je faisais des entretiens au magnétophone. Je dois avoir 25 cassettes d'une heure 30. Et donc le mercredi, c'était mon jour de repos à l'époque. J'écrivais tout ça, puis je le représentais la semaine d'après, et puis on avançait donc ça comme donne ça. cette ouvrage. On ne va pas raconter toute l'histoire de cette femme, mais quand même, pour raconter un peu le début, vous l'avez dit, ses parents étaient des créateurs de journaux, des éditeurs de journaux à Pékin avant que la Chine soit communiste. Qu'est-ce qui lui est arrivé au moment où les communistes sont arrivés en Chine? Ils ont été obligés de fuir, quoi. Ils sont réfugiés d'abord à Shanghai, après à Hong Kong, et ensuite à Taïwan. Mais déjà, ils avaient déjà été obligés de se réfugier avant. C'était pendant le conflit sino-japonais. Et là, ça a recommencé avec le conflit Mao-Chiang Kai-shek. Et d'autant plus que le père de Chen Jivan, M. Chen, défendait Chiang Kai-shek. Il a été député de Chiang Kai-shek. Donc ils ont tout perdu. Ils avaient un immeuble avec un journal. Ils étaient assez aisés parce que leur quotidien se vendait à plusieurs millions d'exemplaires. Et ils sont partis avec rien, quoi, à la va-vite. Et à Taïwan, ils n'avaient plus rien. Son père est reparti à zéro. Et il a fondé une école de journalisme. Et à quel moment Chen Jivan est arrivé en France En 51, le 11 novembre 1951. Alors il y a plein de. Vous pouvez peut-être raconter l'anecdote. Elle arrive le 11 novembre, elle comprend pas trop ce qui se passe. Ouais. Puis elle arrive, il fait froid et tout, c'est l'hiver et c'était. En plus, ça date de l'armistice. Elle n'a pas dû comprendre. Elle veut dire tout est fermé, c'est ça, je crois. Dans les récits, tout est fermé. Elle est arrivée en France. Elle s'est installée à Rambouillet. C'était dans les années 60. Oui, dans les années, même fin des années 50. Et donc, elle a épousé Philippe Bertrand, qui était un officier de marine, qui a été officier de marine au Tonkinois, quoi, pendant la guerre. Et donc, ils ont acheté une maison à Rambouillet. Ils ont construit une pagode, une grande pagode, tout à fait dans le style chinois, quoi, dans l'esprit chinois. Une pagode octogonale, c'est un vrai. Et cette pagode, aujourd'hui, on peut la visiter. Il faut les appeler, il faut les appeler, prendre rendez-vous avec eux. Et quand on est au pied de cette pagode, on se croirait vraiment en Asie, quoi. Elle est octogonale, en bois, il y a toutes les règles du yin-yang, tout ça. Mais il faut les appeler pour la visiter, quoi. Alors, quand vous dites Chen Jivan entre le Tao et Mao, c'est qu'on comprend aussi qu'elle est porteuse d'une philosophie. C'est ça, elle a choisi le Tao. Le Tao, alors dans le livre, elle explique justement ce qu'est le bouddhisme, le confucianisme et le Tao. Elle dit que le Tao, c'est pas une religion, c'est plus qu'une philosophie et une science. Elle dit que c'est un art de vivre. La longévité, elle dit que le principal conflit à gagner, c'est celui de la longévité. Elle arrive ainsi à 90 ans, tout un art de vivre, une espèce de sagesse millénaire, façon de voir les choses. C'est très intéressant, toute une philosophie. Elle critique un peu Mao, le régime de Pékin. Donc déjà, les gardes rouges, c'est des millions de morts. Ça fait des millions de morts. Ils arrivaient dans les maisons, ceux qui avaient des lunettes, c'était des dangereux intellectuels. On cassait les lunettes.
Au mieux, on les envoyait à la campagne, gratter la terre, mais des fois, on les égouillait, quoi. Elle raconte tout ça, voilà. Donc le Tao, et puis aussi c'est une concertiste assez C'est ça, voilà, connue. c'est une artiste avant tout. Disons elle est pianiste de haut niveau, concertiste, elle est aussi compositrice. Par exemple, elle va vous jouer du Beethoven, Ouais. puis là, elle va dire, ah ben là, c'est un peu trop répétitif. Moi, je l'aurais fait différemment, avec plus de variantes. Et j'ai jamais vu ça, quoi. C'est un personnage fantastique. Et en plus, elle est aussi poétesse, hein. Elle fait des poèmes, elle a fait des symphonies avec des poèmes, des petits genres comédie musicale. Elle est aussi peintre, elle a fait des expositions de peinture. Elle a donné des concerts à Hong Kong, Pékin, Shanghai, mais aussi à Paris, Salgavo, tout ça. C'est vraiment. Elle joue toujours du piano. Et qu'est-ce qui vous touche chez ce personnage? Alors, est-ce que c'est la multiplicité de la vie, parce qu'on sent qu'elle a eu une vie Ouais. très très riche, très étonnante? Ben, moi, tout de suite, je lui ai dit, quand elle m'a raconté un peu sa vie, je lui ai dit, il faut faire un roman, il faut raconter tout ça, quoi, laisser Sa une vie est trace. un roman, quoi. Oui, je lui ai dit, ah, puis c'est un témoignage historique, c'est un témoignage qui va rester dans l'histoire. Mais elle me dit, vous savez, moi, l'écriture, c'est pas mon truc. Ben, je lui ai dit, je peux vous aider, tout ça, et voilà, c'est parti comme ça. Parce qu'elle, c'est plus une musicienne, voire poète. Et voilà, je l'ai un peu aidé. J'ai eu un rôle plus de. Si vous voulez, le livre, c'est surtout elle. Hein. Tout le mérite du livre revient à elle. C'est son histoire, mais c'est quand même vous qui avez recueilli le Ouais, témoignage. ouais, c'est ça. J'ai été plus un colporteur, si vous voulez. Voilà. Et demain, jeudi, d'ailleurs, il y a un moment assez important parce qu'elle Ouais. elle sera présente à Rambouillet et certaines personnes pourront la Ouais. rencontrer d'ailleurs. Oui, on essaye de faire une conférence de presse pour faire connaître le livre. Donc vous venez, je vous remercie. Il y aura des journalistes des Yvelines, on espère de Paris, mais c'est pas facile. Paris-Rambouillet, c'est une C'est expédition. loin. En tout cas, si on a envie de retrouver le livre et de vous rencontrer aussi, il y a deux dates de dédicaces. Donc le 21 février, c'est tout proche, ce sera à Rambouillet. Au centre Leclerc, Au ouais, centre à Rambouillet. de Rambouillet. Ouais. Et puis le 6 juin juin. prochain, alors il y a du temps, mais au Ouais. pavé du canal à Montigny-Bretonneux, vous viendrez dédicacer cet ouvrage. Donc un récit de l'histoire de la vie de Chen Jivan, avec des photos aussi. Hein. Il y a des photos qui illustrent à la fin, où on retrouve un peu toute sa famille. Donc c'est toute une page de l'histoire chinoise qui est racontée dans ce livre édité chez L'Harmattan. Merci beaucoup Bernard Delattre d'être venu sur le plateau de Kiosque. Et puis pour connaître un peu plus ce personnage, on pourra le retrouver dans le journal d'information demain sur TV Film, puisqu'elle vient effectivement à Rambouillet présenter aussi ce livre. Merci beaucoup. On poursuit avec une page exposition. Allez, on va rester dans le milieu asiatique. L'artiste japonais Ikushi Iwene présente plus d'une centaine de ses visages sculptés dans la pierre à la salle d'exposition de Guyancourt. Découverte d'une œuvre qui se veut un symbole de l'histoire passée et à venir. C'est à découvrir jusqu'au 1er mars. Regardez ce reportage très inspiré de William L. Des dizaines de visages s'observent silencieusement avec une émotion figée dans la pierre. Une pierre du Japon chère à Yukishi Inoue. Cette roche volcanique blanche de l'île d'Okinawa, témoin du temps qui passe, comme cette célèbre bataille de 1945. Pour cette bataille, mon père a été mobilisé et puis il a été tué en tant qu'un petit soldat, quoi, un soldat de deuxième classe. Naturellement, je ne connaissais pas mon père parce que j'étais très jeune, trop petit, quoi. Et donc cette histoire, pour moi, Okinawa, a toujours attaché à cause de cette histoire, disons, intime, si vous voulez. Pour l'exposition 1001 têtes, Yukishi Inoue sculpte des centaines de visages dans son matériau de prédilection, comme des instantanés pris sur le vif. La tête, quand même, c'est un symbole de l'histoire de l'homme. Et puis l'homme a sculpté depuis milliers d'années pour faire des têtes, soit sur la pierre, soit avec le bois. Donc la tête, c'est un symbole de l'histoire passée et puis de l'histoire à venir aussi. Une histoire modelée par le temps et les hommes à l'image du travail de Yukishi Inoue. Une taille directe dans la pierre, frappée, dégrossir et poncer pour révéler une forme dans la roche. L'histoire inscrite dans la matière. Cet acte de comment on appelle ça, casser, briser des blocs, pour moi, c'est une sorte de comme histoire qu'on a répété toujours, la paix et la guerre, autrement dit, destruction et puis construction.
ce paradoxe que je présente, cette manière de travailler avec les pierres. Après, je travaille, j'ai recollé, recomposé. À ce moment-là, je me sens vraiment, je répare, quoi, en fait. D'après la légende japonaise du temple des 1001 Bouddhas, on pouvait retrouver dans le visage des statues les traits des êtres chers éloignés ou décédés. Yukichi Inoue s'inspire de cette histoire pour ses sculptures, gardiennes de l'éternité de l'homme et des empreintes successives du temps qui passe. Et puis à noter qu'une visite guidée est programmée ce vendredi à 12h15, ainsi que dans le cadre des ateliers du mercredi le 18 février de 14h à 16h. Visite guidée, ateliers et goûter pour les familles sont proposés. Une autre exposition, cette fois pour comprendre les techniques de la gravure et de la reliure. C'est en ce moment et jusqu'au 22 février à la ferme du Mousseau d'Elancourt. Vous pourrez découvrir les créations de 2 ateliers de la ville. L'exposition est accessible tout le week-end et l'entrée est libre. Comme tous les mercredis, la chronique de Nicolas Gervais. Ce soir, il nous propose une rencontre avec Barbara Hendricks à l'occasion de sa venue au Prisme à Elancourt. C'est une voix exceptionnelle que nous recevons aujourd'hui. Après avoir chanté de la musique classique et du jazz, elle s'intéresse désormais au blues. Elle était le 4 février au Prisme à Elancourt et c'est là que nous l'avons rencontrée pour son dernier spectacle. Voici Madame Barbara Hendricks dans le kiosque. Toi tu dors, mais tu dors Patrick, je t'ai vu, tu dors. Si, t'es pas dans l'écoute. Ah oui, c'est un grand plaisir d'être ici. Je dis public, nous sommes tout près de Paris. Et ce n'était pas du tout un public parisien, dans un sens très, très positif. Ouais. Find my good man, I won't be blue no more. Let's lose my room, blues everywhere. Blues in my room, there's blues everywhere. J'ai commencé de chanter le jazz il y a presque 20 ans maintenant. C'est un hasard. J'étais invitée à chanter un hommage à Duke Ellington au Festival de Jazz de Montreux par mon voisin Claude Nobs, qui était le directeur et fondateur du festival. Ça m'a pris 2 ans de préparer le programme en écoutant que la musique de Duke Ellington, pas des chanteurs, juste la musique instrumentale. Il avait 10 ans que j'avais décidé qu'il avait une partie des racines du jazz que je ne connaissais pas très bien. Parce qu'enfant, j'ai chanté à l'église, mon père était pasteur et qui trouvait que le blues n'était pas très convenable. But nobody needed no bell way down, down in Mississippi. Down, down in Mississippi. Quand j'ai commencé à regarder, j'ai trouvé une musique qui m'a beaucoup touchée. Et aussi, j'ai appris que cette musique a joué un rôle aussi dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Le blues avait commencé dans les années 20 sur les plantations de coton, vraiment dans l'apartheid des États-Unis où les races étaient totalement séparées. Ils commençaient à chanter et jouer la musique pour s'exprimer. Pas seulement la souffrance, mais aussi l'espoir pour une vie meilleure. Les racines, les vraies racines de blues, c'est vraiment dans l'Afrique, parce que cette musique, ces rythmes, ça vient de l'Afrique avec les esclaves. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swaying in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Moi, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup la musique de chambre et j'ai toujours aimé la guitare et quand j'avais décidé de faire le blues, j'avais décidé de faire ça avec guitare et piano d'abord. Sur les scènes plus grandes, dehors, en plein air,
nous sommes obligés d'ajouter batterie et basse pour remplir un peu l'espace. Mais moi, je préfère en trio parce que c'est très intime et dans une salle comme ce soir, pour moi, c'était idéal pour faire ce concert. Pastoral scene of a gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia sweet and fresh, and the sudden smell of burning flesh. Here is a crop for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck. Quand je chante le blues ou un air de Mozart, c'est la même voix, mais la différence, c'est une autre langue. C'est comme quand je parle en anglais ou en suédois, ma voix est différente. Et ce n'est pas quelque chose que je fais exprès. Pour moi, chaque compositeur a sa langue. Et c'est ça que j'essaie de parler, la langue de la musique que je chante. Down in Mississippi, yes, down in Mississippi. On a une petite tournée maintenant, ici en février. On a encore 3 concerts. Et après, à la fin du mois, je serai à la Côte d'Ivoire pour une conférence sur la patrie pour le HCR, pour le Commissariat des réfugiés, parce qu'il y a 10 millions de personnes qui sont citoyens nulle part, et ça, c'est inacceptable. Début mars, je suis marraine du Festival de films des droits humains à Genève, et je serai là. Gonna find my good man, won't be blue no Et voilà, c'était donc Barbara Hendricks. Et maintenant, on retrouve celle qui, elle aussi, a trouvé sa voix, Catherine, sur le plateau du kiosque. Allez, pour continuer dans le domaine de la musique, mais de la musique sacrée, cette fois-ci, concert autour du Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen à l'auditorium de la Batterie de Guyancourt. Ce sera le vendredi 13 février à 20h30. Le concert sera accompagné de lectures par Catherine Salvia, sociétaire de la Comédie Française. Tarif à partir de 9 €. En voici un extrait. Voilà, et puis toujours en musique, un tout autre univers avec une artiste yvelinoise qui cherche du soutien pour financer la sortie d'un album 4 titres. Gwenaëlle Roussel est auteure-compositrice. Son univers est celte et magique autour de Merlin. C'est le titre d'ailleurs de sa première chanson. Gwenaëlle est donc en recherche d'un financement participatif via une plateforme bien connue pour collecter 24 200 €. Je vous propose de découvrir son teaser. Merlin, dans sa tour d'air invisible, attend que sa belle le délivre. Alors pourquoi Merlin? Parce que c'est un univers qui me passionne depuis que je suis toute petite. Et le jour où j'ai enfin écrit cette chanson, ça a été comme une évidence. Donc nous avons réalisé le clip. Et puis ensuite, j'ai commencé à écrire beaucoup d'autres chansons autour de cette thématique. C'est mon âme, là-haut, qui vous a reconnu. C'est mon âme, là-haut, qui vous a reconnu.
très rapidement, l'envie est venue de continuer cette aventure. Il existe donc aujourd'hui un spectacle musical entièrement écrit et qui a été proposé une première fois sous forme de concert, de présentation. Aujourd'hui, pour continuer l'aventure, j'ai décidé de mettre en place un financement participatif pour réaliser et promouvoir dans un premier temps un album 4 titres qui s'appellera Femme de Merlin. Derrière ce 4 titres, il y a toute une série de chansons qui composeront un album qui s'intitulera La Nouvelle Quête. Et pour ça, j'ai besoin de vous tous. Et justement, le financement participatif de Gwenaëlle Roussel devait s'arrêter le 13 février. L'auteur a décidé de le prolonger de quelques mois et nous en parlerons à l'occasion de sa venue sur le plateau de Kiosque. Ce sera le 25 février. Comme tous les mercredis, vous en avez l'habitude, c'est la chronique cinéphile avec tout d'abord, évidemment, vos avis de spectateurs au micro d'Élodie Moine. Assez cool, enfin du moins il était assez fidèle au premier tome. Après il va pas dans le trash, enfin d'après ce qu'on peut croire, donc je trouvais ça assez cool justement qu'il s'écarte un petit peu justement des détails du livre, parce que ça permet de voir un peu quelles sont justement ces 50 nuances de folie, sans forcément aller dans le trash, et puis c'est du tout public donc ça va. Il est vraiment super bien, enfin les acteurs jouent très bien dedans. Mais très déçu par la fin parce qu'on s'attend à autre chose en fait. C'est un très bon film. Faut aller le voir. Moi je le raconte pas parce que faut le voir. C'était pas mal, c'est un peu différent du livre. Il y a quelques scènes un peu osées qui n'ont pas été adaptées, mais sinon non, c'était pas mal. Passionnant, de bout en bout. Un bon film, très bon film. Brillantissime. Je salue cette œuvre qui est vraiment très très bien interprétée. Excellent. Un très bon Disney, ils sont vraiment très efficaces, l'animation superbe, très belle histoire en plus. Et maintenant, on passe au coup de cœur d'un professionnel du 7e art. Ce soir, Luc Beaucamp du Ciné 7 d'Elancourt. Les deux coups de cœur Ciné 7 cette semaine, ce deux très beaux films. Un qu'on a à l'affiche depuis très longtemps, qui s'appelle Timbuktu, dont vous avez dû entendre parler. Ça se passe évidemment à Tombouctou et ça raconte en fait la façon, c'est malheureusement d'actualité, dont les habitants se retrouvent sous le joug des islamistes qui leur donnent tout un tas d'obligations. C'est très réaliste, c'est un film très triste, mais c'est un très très beau film avec de très belles images notamment, mais très bien joué aussi. Et le deuxième, c'est une promesse que j'ai faite à Hicham Ayouch, qu'on a reçu, qui est un réalisateur qu'on a reçu mercredi dernier. C'est son film Fièvre, qui est un très beau film qui, là, pour le coup, se passe en banlieue et qui raconte les relations difficiles entre un fils qui n'a jamais vécu avec son père et qui revient vivre avec son père parce que sa mère est emprisonnée, son père vivant lui-même avec ses propres parents. 10 ans pour rire. 10 ans pour penser. 10 ans pour aimer. Bon, je vous en dis pas plus, il y a une séance ce samedi à 18h30, c'est un film qui est sorti fin 2014 et qu'il faut absolument voir. Fièvre d'Hicham Ayouch au Ciné 7 et Timbuktu. Allez, avant de conclure, Kiosque, une dernière date à retenir. L'heure du conte à venir écouter en famille ce samedi à 10h30 à la médiathèque des 7 Mars d'Elancourt. C'est réservé à un public dès l'âge de 3 ans. Vous découvrirez l'univers de l'artiste Alexandra Fontaine qui expose également à cette occasion et pourra expliquer son travail. L'entrée est libre. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, gardez l'esprit ouvert et curieux. À très vite.